Je m'appelle Colette Charlet, je suis née le 1er juin 1943 à Neuilly-sur-Seine et donc je suis issue d'une famille biculturelle puisque mon père était français, mon père Robert Charlet, et ma mère était donc une juive polonaise de Varsovie et elle s'appelait Soura Shmulewicz. Ma mère a connu mon père au cours d'un voyage pendant les vacances. Comme ma mère elle lisait beaucoup, comme elle travaillait pour les éditions Flammarion, les éditions du Père Castor. Et ma mère aussi avait été très influencée par sa sœur, qui s'appelait Noémie Shmulewicz, et qui était une grande poétesse, enfin c'est ce qu'elle me disait, et qui avait une capacité de résistance, mais malheureusement, après la guerre, vous savez, il y a eu la première guerre, il y a eu donc une épidémie de grippe espagnole, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelait, et ma tante, à 20 ans, elle est morte, quoi, voilà, après la guerre, même pas 20 ans. Et ça a profondément marqué ma mère, et qui avait un espèce d'engagement, je dirais, intellectuel. Et elle n'a pas... Contrairement à ses frères et sœurs, elle n'a pas eu un métier où il fallait, comment dirais-je, être soit une femme de tailleur, de maroquinier, voilà, d'artisan en quelque sorte, qui était attribué surtout, bon, c'était commun pour les familles juives polonaises. Et donc, juste avant la guerre, elle rencontre mon père et elle se marie le premier, c'est un hasard, mais heureux. Donc elle se marie le 1er septembre 1939, qui marque le début de la guerre. Mon père était un maîtreur vérificateur dans les monuments historiques, c'est-à-dire qu'il travaillait au ministère de la Défense. À l'époque, ça s'appelait ministère de la Guerre. Donc mon père était au courant de tout ce qui se passait. Voilà, le maréchal Pétain ordonne voilà, toute cette politique discriminatoire. Et un jour, mon père, il écoute la radio et puis il écoutait aussi ce qui se passe. Donc il prévient toute sa belle famille. Il va se passer ça. Faites attention. Et puis il y a ce fameux billet vert du 16 juillet 1942. Donc, et là, c'est la panique. Alors il y en a qui ne veulent pas croire mon père, donc ils se débrouillent, tout ça. Mais la plupart, non, ils sont prévenus que voilà, il faut faire ses bagages, et en particulier mes grands-parents. Donc on s'arrange pour trouver à se cacher. Donc mes grands-parents sont chez nous. Et puis ayant que mon oncle, il revenait de Narvik, là, parce qu'il y avait eu un bataillon de l'armée polonaise. Et puis donc mon cousin, voilà, de 4 ans et demi. Et mon père dit, il faut faire quelque chose. Et mon oncle dit, non, si on m'arrête, on ne sait jamais, il peut y avoir des dénonciations, ce qui était vrai. C'était tous les jours comme ça. Des gens qui marchaient avec le régime. Et mon oncle, donc Leitzer Zegla, qui était né à Łódź, et qui était un tailleur, il avait donc un atelier tailleur. Il dit à mon père, écoute Robert, non, je veux pas que ma femme et mon fils soient sacrifiés. Écoute, toi, tu fais ce que tu peux, et pour que ceux qui m'arrêteront ne me fassent pas parler, eh bien, je vais me sacrifier. Et il se présente. Donc il l'embarque. Et il est conduit dans un camp. Alors mon père savait tout ça, où il allait être mis. À Beaune-la-Rolande, Pithiviers. C'était un camp où là, on rassemblait ces juifs, puis où on organisait les départs pour Drancy, et les convois ensuite pour Auschwitz. Et mon père, lui, comme il est français, il va avec un certain nombre de personnes, passer des messages à mon oncle, des nouvelles de la famille, et à Beaune-la-Rolande, Pithiviers, puis à chaque retour, hop, il racontait ça à mon cousin, puis à ma tante, et puis à un autre oncle là qui avait réussi à s'échapper d'un camp de prisonniers, mon oncle David.
Et il s'est dit, il faut que j'organise aussi le départ pour qu'on ne les arrête pas, les faire passer en zone libre. Grâce à des réseaux de résistance de la famille de mon père, eh bien, ils vont passer la ligne de démarcation. Et là, ça a été épique. Parce qu'ils arrivent à cette fameuse ligne de démarcation, et tout d'un coup, il y avait des soldats allemands qui surgissent. Donc, il fallait qu'ils imaginent comment on allait répondre à ça. Parce que mon père avait fait des faux papiers. Parce que s'il était arrêté, c'était fini pour mon père et pour moi aussi. Voilà. Et puis, pour la famille maternelle, parce qu'ils se renseignaient pour ça. Et donc, quand les Allemands arrivent, là, devant, ils disent « Alors, vos papiers, tout ça ?» Et ils observent le visage de mon oncle David, qui recule. Et l'Allemand dit « Monsieur, pourquoi vous reculez, tout ça ?» Il dit « Oh, je suis un peu fatigué, et tout ça. » Bon, et puis mon père avait préparé des arguments. Alors, il laisse passer, il traverse la rivière, et ensuite, ils vont rejoindre la Haute-Savoie et l'Isère, parce qu'à Isère, il y avait Isieux. Et malheureusement, et heureusement, Isieux était plein. Donc, on ne pouvait pas mettre mon cousin Isieux. Donc, ils vont ça s'appelait Villard-de-Lans. Il y a aussi un autre centre en Isère, complet aussi à cette période-là. Parce qu'il y avait des rafles continuelles. Donc, il se renseigne auprès de gens de sa famille qui étaient dans la résistance. Et il s'est dit, il faut aller en Suisse. C'est la seule façon. Donc, à Annemasse, il y avait un grand réseau de résistance avec les résistants aux Savoyards. Donc là, ils trouvent des gens. Donc, pour passer la frontière, ils font le nécessaire au niveau des papiers. Et voilà, ils arrivent en Suisse, donc ils sont sauvés. Ils ont été mis à l'abri. Et mon père il est venu une fois en Suisse pour voir comment ça se passait, donner des nouvelles de la famille, parce que mes grands-parents étaient chez nous, cachés, à Suresnes. Et puis, quand la guerre s'est terminée, ils ont pu... ça a été très difficile de récupérer leur logement dans le 10e arrondissement, parce que ça avait été complètement saccagé. Après la guerre, on allait à l'hôtel du Tessia, donc avec ma famille, on va à l'hôtel du Tessia pour voir quels sont les membres de ma famille qui ont survécu. Malheureusement, donc on a vu que mon oncle Leiser Segla, il faisait partie de la liste des gens qui ne sont jamais revenus. Mais qu'est-ce qui s'était passé entre l'arrivée à Auschwitz de ce convoi et puis sa mort, on ne savait pas. Et il se trouve qu'en 1966, je faisais partie d'un mouvement de scoutisme laïque et on était en lien avec ce qu'on appelle en Pologne les ZHP, le mouvement des éclaireurs polonais, éclaireuses-éclaireurs polonais. Et notre mouvement a rencontré une grande résistante pendant la guerre, qui était une des responsables majeures du mouvement des éclaireuses-éclaireurs de France, des éclaireuses-éclaireurs polonais, et elle s'appelait Mariana. Et elle voulait qu'il y ait vraiment des échanges et raconter l'histoire de la Pologne. Donc ça, c'était en 65, et en 66, elle dit, il faut venir. Il faut que vous découvriez l'histoire. Il y a certainement, chez les éclaireuses-éclaireurs de France, des gens qui sont issus de cette histoire. Alors, moi, j'étais contente. Ma mère était déjà décédée, malheureusement. Elle n'a jamais eu de santé. Elle est malheureusement décédée d'un cancer. Et j'ai averti ma famille maternelle qui ne voulait pas retourner en Pologne pour savoir ce qui s'était passé. C'était trop de souffrance. Et ma tante me dit « Ah, vous allez à Auschwitz ? Je veux savoir dans quelle baraque était mon mari. Et puis, comme ça, on dira à ton cousin, de quoi est mort son père ? Où il a passé ses derniers jours. C'est très important pour ton cousin. » Donc, on me fait faire un papier et une attestation avec la carte d'identité, les cartes de séjour de ma tante.
Et je me présente là-bas, à Auschwitz, et on me dit non, il n'y a rien. Bon, parce que comme les Allemands avaient brûlé, avant de faire la grande marche, il y a eu 70% quand même, voilà, des archives qui ont été brûlées, et puis non, il restait 30%, mais à l'époque, elles n'y étaient pas parce que c'était les Russes qui avaient emporté ça. On n'était pas des croyants, mais on était très attachés à la notion de culture, au sens large du terme. Et les occasions où où la famille se réunissait, aussi bien française que judéo-polonaise, alors c'était, même si on n'était pas croyants, hein, on allait, quand il y avait le Yom Kippour, on allait à la grande synagogue à Paris. Donc on se retrouvait avec la famille, et puis aussi quelque chose qui était très important au niveau de la culture juive, on se réunissait pour les Pâques juives et on faisait un repas comme on fait donc pour les Pâques juives. Et puis là, donc il y avait tous mes oncles et tantes qui étaient là, les cousins et cousines qui venaient pour venir, parce que ça a une signification les Pâques, hein. C'est-à-dire c'est le moment où on écoute les enfants. Il y avait tout un partage comme ça. Pour moi, c'était des moments philosophiques, mais pour mes frères qui étaient tout petits, bon. Et on se rappelait, c'était le moment où ils se rappelaient les moments douloureux, et puis pourquoi on est encore en vie? Pourquoi vous êtes là, vous les enfants? Pourquoi votre mère, elle a pu faire des enfants, en quelque sorte, quoi, voilà. Et pourquoi moi, surtout moi qui étais l'aînée, j'avais la chance d'être en vie. Mon père et ma mère sont retournés en faisant bien attention dans l'appartement Place Bon-Sergent pour voir qu'est-ce qui restait de cet appartement mis à sac. Et puis il y avait effectivement l'étoile jaune. Donc ils ont rapporté ça chez nous. Et qu'est-ce qu'a fait ma mère en solidarité? Eh bien, elle a cousu cette étoile jaune à l'intérieur d'un de ses manteaux. Et c'est un signe de solidarité, voilà. Et quand la guerre s'est terminée, bon, il y avait tout ça, mais on avait une armoire avec toutes les affaires, bon. Et quand elle est morte, quelques mois après, mon père a dit, écoute, on va pas garder ça. Toi, tu n'as pas la même taille que ta mère. Puis, c'était pas la même mode, 20 ans après. Et donc, il a dit, écoute, on va donner ça à des gens qui en ont besoin. Mais il dit, mais regarde ce qu'il y a dans les affaires de ta mère, s'il ne reste pas des vieux mouchoirs, des choses comme ça, ou on ne sait jamais ce qui peut rester. Et puis, j'ouvre l'armoire, je fais le tri, on prépare les paquets à donner à des œuvres caritatives. Et donc, effectivement, j'ouvre le manteau de ma mère, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette étoile qui était cousue. Ça a été un choc. Donc, j'enlève l'étoile. Et puis, quand mon père puis c'était dans ses affaires, et quand mon père meurt en l'an 2000, faut débarrasser l'appartement, tout ça. Moi, qu'est-ce que je trouve quelque temps, donc il y avait à la fois les chandeliers de prière et puis il y avait cette fameuse étoile, quoi. Et c'est là que je me suis rappelé, oui, il fallait que je donne les vêtements et voilà. Et ça porte notre histoire. Et que la vie, elle est plus forte.